Imaginez un sous-marin allemand coincé sous la glace, avec des torpilles qui ne devraient même pas pouvoir fonctionner. Et pourtant, une seule décision, prise dans le froid, va décider si la marine peut frapper ou doit disparaître dans l'ombre. Nous sommes en 1945, dans l'ultime chaos de la Seconde Guerre mondiale, alors que l'Allemagne tente encore, par quelques raids désespérés, de perturber les forces soviétiques et occidentales. Au large de la Norvège, l'objectif est clair, même si le contexte est absurde. Les Alliés progressent, les lignes de communication allemandes se réduisent et la guerre de l'information devient une guerre de mobilité. Les commandements cherchent des moyens de projeter la menace à distance, souvent par mer, parfois en profitant d'un environnement qui gêne l'ennemi plus qu'il ne gêne le bâtiment allemand. C'est là que l'élément rare entre en scène, quelque chose qu'on voit rarement dans les récits. Un groupe de sous-marins allemands reçoit l'ordre de travailler dans un secteur où la mer est couverte de glace, avec des températures capables de figer des mécanismes entiers. Le problème, ce n'est pas seulement la visibilité, c'est la technologie elle-même. Les systèmes de propulsion, les conduites, la ventilation et surtout la préparation des armes doivent rester fiables, même quand le monde extérieur devient une plaque métallique. Le jour où tout bascule, le sous-marin doit manœuvrer pour éviter la détection. À la surface, le risque est immense. Sous l'eau, le risque est différent. L'équipe dépend de la remontée périodique, du maintien de la pression et de l'air, mais la glace limite les marges. Les observateurs peuvent deviner la présence d'un périscope ou d'un sillage. Les sonars, eux, peuvent multiplier les angles morts. La moindre erreur, une rotation trop brusque, une communication mal chronométrée, et le sous-marin peut devenir une cible immobile. Le suspense grandit quand le commandant comprend que le plan initial ne peut pas se dérouler comme prévu. L'environnement a changé, la mer est plus rigide et la fenêtre d'action se ferme plus vite que prévu. Pour lancer une attaque, il faut une position, une profondeur, une préparation d'armes et un calcul du temps. Mais l'équipage est aussi menacé par les contraintes physiques. Plus le temps passe, plus les systèmes deviennent fragiles. Et c'est là que se trouve le point historique, le détail rarement raconté. Dans plusieurs unités, les équipages ont dû décider entre deux options mauvaises. Attendre un créneau pour tirer, au prix d'une exposition accrue, ou s'éloigner sans engager, en acceptant de perdre la mission. Dans ce secteur particulier, la différence entre les deux se joue parfois sur une action simple mais capitale. Quand autoriser la remontée au périscope, quand vérifier la conduite et quand donner l'ordre de préparer les torpilles. Dans un cas documenté, un sous-marin reçoit l'ordre de maintenir une discrétion maximale. L'intention est d'attendre l'ennemi, mais ce comportement a un coût. Les mécanismes internes commencent à souffrir et l'équipe doit maintenir des paramètres précis pour ne pas perdre la capacité d'attaque. Le commandant choisit alors de faire quelque chose de contre-intuitif. Au lieu de forcer la mission, il réduit la pression sur l'équipage en limitant les mouvements inutiles et il choisit un itinéraire plus long mais plus sûr, en espérant que l'ennemi, lui, fera des erreurs de routine. La tension monte lorsque la visibilité remonte, comme si la mer acceptait finalement de respirer. Une cible potentielle apparaît, un groupe de navires ou une silhouette détectée à la marge. Mais il n'y a pas le temps de la certitude totale. Les capteurs sous-marins, même en temps de guerre, ne donnent jamais une image parfaite. Dans la panique froide, la précision doit être obtenue vite, ou bien l'attaque deviendra un tir au hasard. Alors le commandant retarde légèrement l'ordre final, pas par hésitation personnelle, mais par calcul tactique. Il veut vérifier un point technique, un détail de réglage lié à la préparation des torpilles. Dans des eaux glacées, certains réglages risquent de diverger, même si, sur le papier, l'arme devrait fonctionner. Un mauvais alignement, une profondeur mal tenue ou un paramètre mal confirmé, et une torpille peut ne pas atteindre l'angle voulu. Le twist et le moment historique inattendu est que ce retard sauve parfois le sous-marin au lieu de le condamner. En attendant, l'unité évite un contact direct, mais elle se rapproche d'un autre événement. L'ennemi change de cap, ou le groupe se disperse, souvent à cause de menaces réelles ou supposées. Et quand le tir est enfin possible,
Il n'est plus dirigé vers la cible initiale, mais vers un navire différent, exposé parce qu'il suit la routine ou parce qu'il cherche à se mettre à l'abri. À partir de là, l'issue devient moins spectaculaire que dans les films, mais plus vraie, et c'est ce qui rend l'incident fascinant. Les attaques sous-marines, même réussies, ne sont pas des coups de théâtre. Ce sont des successions de micro-décisions, de vérifications et d'ajustements. Ici, une décision technique prise au bon moment et une discrétion prolongée finissent par produire une différence concrète, même si elles ne déclenchent pas une victoire totale. Les rapports de guerre, les archives de mouvement et les témoignages d'unité permettent de reconstituer cette dynamique. Le froid n'était pas seulement un décor. Il agissait comme un système de contraintes qui amplifiait chaque erreur. Et dans cette zone, il existait un autre risque rarement mis en avant. Le risque de se retrouver piégé non pas par l'ennemi, mais par la glace et la fatigue mécanique. Une fois qu'un sous-marin perd l'optimisation de sa plongée et de sa ventilation, le temps devient un ennemi. C'est pour cela que le véritable suspense dans ce cas n'est pas uniquement une question de tir, c'est la survie de l'équipage et la continuité de la mission. Quand la surface est dangereuse, quand l'horizon est réduit, quand l'ennemi peut deviner la présence d'un navire grâce aux signaux et aux tactiques de patrouille, alors chaque minute devient une monnaie. Le surprenant résultat tient à un paradoxe. En voulant être discret, le sous-marin finit par se rendre plus difficile à repérer, mais aussi en repoussant le moment de l'attaque, il modifie l'ensemble de la confrontation. Au lieu de viser ce qui était prévu, il frappe ou interagit avec ce qui se présente réellement. Et dans l'histoire, ces adaptations ont parfois affecté des missions de convoyage, des trajectoires de navires et des choix de couverture anti-sous-marine. Dans les jours suivants, les commandements des deux côtés ajustent leurs méthodes. Les Alliés renforcent la discipline de surveillance dans les zones froides, car ils comprennent que l'ennemi ne fait pas seulement des attaques classiques. Les Allemands, eux, apprennent que la performance des armes dépend autant du contexte environnemental que du courage. Même les technologies les plus modernes ne peuvent pas compenser une remontée ratée, une profondeur mal calculée, ou une décision de timing qui s'étire trop. Si vous ne retenez qu'une idée, retenez celle-ci. Dans une guerre où tout semble décidé à la minute, le facteur le plus rare n'est pas toujours l'assaut, ni la bataille visible, ni la grande stratégie. Parfois, c'est un ordre donné dans le froid, une vérification technique faite avant de lancer une torpille, et le choix de ne pas forcer la main au moment où le danger devient trop élevé. Et c'est ce qui rend cet épisode historique si particulier. Derrière la glace, derrière la distance, ce n'était pas seulement une confrontation de navires, c'était une confrontation de décision, où la mer gelée transformait chaque intention en risque. Et au final, la mission ne ressemble pas à une légende, elle ressemble à la guerre réelle, une suite de choix limités, chacun capable de changer le résultat, parfois sans même provoquer une explosion spectaculaire.